Bonjour à tous, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je me retrouve avec Robin pour la deuxième partie. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, comprendre l'impact global des troubles du comportement alimentaire sur la santé physique et mentale, je vous invite à le regarder avant de voir aujourd'hui l'approche thérapeutique et les solutions holistiques pour guérir en profondeur. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être d'apporter de l'espoir et des pistes concrètes pour sortir de ce cercle vicieux, mettre en lumière des approches douces et intégratives. Donc, on va utiliser certains outils thérapeutiques comme le l'EFT, le travail sur les émotions, l'importance de se reconnecter au corps et à l'esprit, identifier les causes profondes et les étapes pour retrouver une relation saine à soi et à la nourriture. Alors, merci pour tous ces éclairages, Robin, sur la première partie. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde la partie la plus importante, comment on guérit. Selon toi, quelles sont les causes profondes des troubles du comportement alimentaire que l'on oublie souvent d'aborder? Alors, que l'on oublie souvent d'aborder, je pense que tu serais mieux placé que moi pour le savoir, puisque c'est ta spécialité, et c'est moins mon domaine d'expertise, donc je ne sais pas quelles sont les solutions les plus discutées. Néanmoins, je peux te parler de, selon moi, ce que j'estime être les causes profondes, à savoir que il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'il y a des schémas émotionnels, et on en a un peu plus parlé dans la première partie. Donc vraiment, comme l'a dit Camille, je vous invite à la regarder avant parce que ça met vraiment les fondations en place pour cette discussion. Et donc, d'une part, il y a la présence de schémas émotionnels, d'émotions répétitives qui sont déplaisantes. On a déjà ça qui nous dérange. Et d'autre part, il y a le fait que on ne sait pas comment les gérer, ces émotions. Et du coup, elles se manifestent potentiellement par un comportement qu'on finit par appeler un trouble du comportement alimentaire. Donc, avec ces deux facteurs, il y a d'une part, on va se poser la question, pourquoi est-ce que ces schémas émotionnels sont présents? Donc, selon moi, ces schémas émotionnels sont là parce que on a vécu telle ou telle expérience par le passé, ce qui a mené notre psyché, notre psychologie, notre mental à développer certaines croyances, une certaine vision du monde qui nous mène à ressentir certaines émotions dans certaines situations. Donc, ça, c'est une cause. La deuxième cause, c'est que malheureusement, on ne nous a jamais appris à appréhender nos émotions. À ma connaissance, je pense que c'est pareil pour toi, Camille. On m'a jamais appris à l'école comment gérer ses émotions. Malheureusement, on m'a jamais appris à la maison non plus comment gérer mes émotions. Hein, parce que peu de gens le savent. Et donc, le fait qu'on n'ait pas la capacité de savoir d'où viennent ces émotions et qu'on n'ait pas la capacité de les appréhender dans le moment présent quand elles surviennent, cette combinaison de facteurs mène à des comportements potentiellement destructeurs comme ceux qu'on surnomme les troubles du comportement alimentaire. Donc évidemment, ça c'est plutôt les causes profondes, mais n'importe quelle chose, et là on va vraiment ouvrir la boîte de Pandore, n'importe quel facteur augmentant de près ou de loin nos niveaux de stress rend tout ça plus compliqué. Parce que on est en, plus on est en état de stress, plus c'est difficile de gérer nos émotions, de les appréhender. Et donc, au-delà de ces deux causes profondes, il y a le fait que dès qu'il y a un stress, que ce soit le travail, à la maison, les relations, les carences alimentaires, toutes ces choses-là dont on va parler certainement aujourd'hui, ça va juste rendre le travail plus difficile et la guérison plus pénible. D'accord. Donc là, tu nous as présenté les deux grandes causes, voilà, par rapport à ça. Les troubles du comportement alimentaire, voilà, c'est pas, ça vient pas comme ça, on va dire d'un caprice du jour au lendemain, je décide d'être anorexique ou voilà, on va pas s'identifier à ça. Ça vient vraiment malgré nous. En fait, il y a vraiment un gros mal-être au départ, une genre de dépression, quelque chose qui devient insupportable pour le corps et le corps va trouver un moyen de se faire du bien, on va dire un moyen compensatoire pour survivre. Donc, il y a des personnes, bon, ils vont aller dans l'alcool, dans le tabac, dans l'hyperactivité sportive, certaines addictions et les troubles du comportement. Voilà. J'en ai souffert aussi, l'hyperactivité. Et bon, aujourd'hui, je suis toujours assez hyperactive, mais c'est plus quelque chose de compulsif. C'est vraiment pour me faire du bien et c'est plus un tempérament que j'ai. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand ça devient vraiment
on se sent comme étouffé, emprisonné, qu'on en a besoin de ça, on a besoin de soi, de manger, de se remplir au point de se faire du mal, où ça devient comme un état de transe, c'est que le corps, en fait, il choisit ça pour bah, que ça lui fasse du bien momentanément pour pouvoir continuer à vivre le plus longtemps possible. Euh, Mm, donc, il y a plusieurs, mais tout ça, c'est vraiment un moyen qu'il trouve, on va dire, transitoire pour bah, continuer à vivre. Mais on peut pas vivre comme ça pendant des années parce qu'on s'épuise, on se déminéralise, bah, que ce soit par les vomissements, par l'hyperactivité. Moi, j'ai eu de l'ostéoporose, par exemple, j'ai eu l'aménorrhée, j'ai eu pas mal de conséquences très graves avec une fracture du dos. Donc, quand ça devient chronique, c'est ça qui est compliqué. Et surtout, les troubles du comportement alimentaire, ça, c'est très chronique. Et moi, c'est pour ça que quand j'accompagne, je veux essayer de donner un autoroute de guérison, des étapes clés pour que les personnes gagnent du temps dans la guérison. Mais quand je parle des causes profondes, c'est que c'est multifactoriel, mais sur un contexte, un environnement favorable. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir des traumatismes dans l'enfance, mais pas que. Ça peut être des micro-traumatismes, ça peut être voilà, un manque de confiance en soi, quelque chose qu'on veut reprendre le contrôle sur quelque chose, et la seule chose qu'on peut prendre le contrôle, c'est son corps, le reflet de son corps. Donc, choisir les aliments, choisir ce que l'on mange ou ce que l'on ne mange pas. Et aussi, il y a aussi cette angoisse de ce que l'on met dans son corps. Donc, quand on a une blessure en soi, on fait du mal à la partie de soi qui a été blessée et pas à soi. Donc, le but, c'est de se désidentifier de ce que l'on a fait du mal. Parce que, à la base, on doit s'aimer. On s'aime normalement. Donc, on se fait du bien. Sauf que si on se fait du mal, c'est qu'on fait du mal à la partie de soi qui a été blessée. Et ça, c'est important de le comprendre pour pouvoir s'en sortir et différencier de ce qui nous appartient pas à ce que nous, on peut faire pour nous. Et à partir du moment où on redonne un sens à sa vie, où voilà, on fait les choses bien, on sait s'alimenter, on sait ce qui est bon pour nous, sans avoir trop mangé ou pas assez mangé, ou trop faire de sport, pas assez faire de sport, ou voilà, trop boire, pas assez boire, enfin voilà. Et en fait, quand on est dans le trop ou pas assez, c'est qu'on se fait du mal. Euh, Ça ne nous viendrait pas à l'idée de se retenir toute la journée alors qu'on a envie d'aller uriner, ou voilà. En fait, toutes ces choses-là, c'est se faire du mal après. C'est les besoins primaires du corps, c'est manger, respirer, dormir. Et à partir du moment où il y a un problème dans ces besoins primaires, c'est que voilà, les autres bases de la pyramide ne pourront pas être atteints non plus. Donc ça, c'est important. Et chaque personne est différente, c'est pour ça que ça demande un questionnaire approfondi, un accompagnement vraiment complet pour pouvoir s'en sortir. Parce que si on avait la solution à dire bah, il suffit de faire ça pour s'en sortir, ça ferait que tout le monde, ça serait longtemps que tout le monde serait sorti, quoi. Je pense que tu es d'accord mhm. avec moi, Robin, pour ça. Oui, bah, comme tu l'as dit, en fait, c'est rarement un seul facteur. Mm, C'est et comme j'espère que l'audience l'a compris, on ne peut pas se fier au comportement et juste dire arrête de faire ça. mm. Sinon, effectivement, les addictions n'en seraient pas. Voilà. Faut pas dire, bah, il faut que tu manges, il faut que tu manges. C'est comme une maman qui disait, Hmm, bah, mange, Camille, mange. Non, c'est pas une question de mange ou arrête de manger. hmm, Non. Je pense que ça, on le sait. Il faut pas manger ceci, il faut. Oui, mais le il faut, le cerveau primaire, il s'en fiche de il faut. hmm, Lui, il veut survivre et voilà. Et surtout que si on se restreint et quand on commence à manger, il y a un moment donné, on peut plus se contrôler, on est obligé de finir l'assiette. Et ça devient, c'est le cerveau primitif qui prend le dessus sur le cerveau préfrontal, en fait, le cortex préfrontal. mhm. Donc voilà, donc les causes voilà sont multiples, mais ce qui est le plus intéressant, c'est comment sortir de ces cercles vicieux, parce que finalement, peu importe la cause, il y a quand même des solutions, des paliers à passer pour se reconnecter à soi, parce que sinon on ne serait pas là pour vous parler aujourd'hui. Donc, par exemple, on va donner un exemple sur une pratique que l'on fait tous les deux, Robin et moi. La pratique de l'EFT, par exemple, c'est une Alors, approche. je pratique pas. Je connais, mais je Ah, pratique pas. je sais, ouais. Bon, Mais par je sais exemple. que toi, tu pratiquais. Oui, oui. Ça peut être un exemple. Mais ça, c'est un outil qui peut. En fait, tous les outils sont bons. On peut avoir tout sur Internet. Mais ce qui est important, c'est de l'utiliser au bon moment et dans un contexte approprié et très personnalisé. C'est-à-dire que si on utilise le l'EFT au moment où on n'est pas prêt, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire que chaque outil est important. Moi, j'utilise aussi le TRE. Je sais pas si tu connais. C'est le tremblement du corps, en fait. Quand on a un trauma, par exemple, une antilope qui se fait pourchasser par un lion. euh, Absolument. oui, elle va trembler, en fait, elle va faire la morte et après elle va trembler pour libérer l'émotion.
Sauf que nous, Mhm. bah, quand on est stressé ou quand on se fait attaquer par quelqu'un ou voilà, on va pas se mettre à trembler. Du coup, on va tout garder en nous et en fait, le corps est traumatisé, mais tout est somatisé, quoi. Alors qu'en On fait, internalise l'attention. voilà. Donc, en fait, il faut savoir que les outils sont très intéressants, mais il faut être accompagné au bon moment par la bonne personne. C'est pas dire, oh, je vais aller faire une séance d'hypnose, oh, je vais faire une séance de FT. Alors qu'en fait, il y a pas de structure dans le Mm. protocole. Et Et je vais puis, juste faire un surtout, commentaire là-dessus. Je vais juste faire un commentaire là-dessus, pardon de t'interrompre, Camille, mais parce que c'est un point important que j'ai observé même dans mon domaine d'activité. Euh, c'est que il y a effectivement beaucoup de personnes qui cherchent à aller bien, naturellement, qui cherchent à être soulagées, qui cherchent des solutions, et qui essayent des choses à droite à gauche. Et avec plus ou moins de succès, et plus ou moins de frustration, comme je l'ai dit dans le premier épisode. Et en fait, ce qui euh, peut potentiellement empêcher d'avoir des résultats positifs, c'est pas nécessairement l'efficacité d'un outil en particulier, c'est qu'il faut faire les choses de manière méthodique et dans l'ordre, souvent. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne parviennent pas à faire parce que nécessairement tout le monde n'a pas l'éducation et l'expérience pour pouvoir faire ses choix de manière avisée. Et c'est ça qui mène beaucoup de personnes à désespérer et potentiellement à finir dans un accompagnement avec toi, Camille. C'est que, effectivement, il faut faire les choses dans l'ordre. Hein. On met pas les fenêtres avant de mettre les fondations. oui, Ça par veut pas dire que exemple. les fenêtres, ça marche pas. Ça veut juste dire qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Ouais. C'est vrai que moi, je suis tombée dans l'anorexie à l'âge de 14 ans. Bah, on m'a mis à l'hôpital, on m'a mis un contrat de poids et je vais prendre du poids. Mais moi, j'aurais voulu avoir à 14 ans, voilà, quelque chose autre que ça, qui permette de me sentir bien et que j'accepte de prendre ce poids, mais pas le faire juste pour prendre du poids et sortir de l'hôpital. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé la méthode STAR, les 10 étoiles, mais en 10 étapes. C'est-à-dire que les 10 étapes sont expliquées dans mon site internet, hein, c'est lelièvreostéo.fr, mais on peut pas passer, par exemple, à l'étape de gestion du stress si on n'a pas déjà reconnecté le corps et l'esprit, libérer les croyances limitantes, si on n'a pas travailler sur toutes les blessures émotionnelles du passé. Et la 10e étoile, sa mission de vie, on va pas travailler sur sa mission de vie, aider les autres, savoir ce qu'on veut faire si soi-même on n'est pas bien en sécurité. Donc si on fait bien les étapes dans l'ordre, après bah, on devient autonome et c'est structuré. Parce que c'est comme je dis toujours, les outils, on peut avoir tout gratuit sur Internet, que ce soit sur YouTube, voilà, on peut avoir plein d'informations. On peut lire des livres, des bibliothèques, comme moi j'ai fait. Mais si on n'a rien de structuré, on perd son temps, son énergie, et surtout, on n'a pas les bons outils au bon moment par rapport à ce qu'on est en train de guérir. Et quand on se fait accompagner, on fait les étapes parce que se faire accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par là, ça permet de pas perdre de temps, et surtout que, en fait, ce qui est important, c'est l'échange humain. Parce que déjà, tout seul, bon, si on va voir un thérapeute une fois la semaine, quand on retourne chez soi, on se retrouve tout seul. Alors, quand on est accompagné, on n'est jamais seul. Et ça, on gagne un temps fou. Je sais pas ce que tu en penses aussi, Robin, là-dessus, que c'est complémentaire finalement, même si on voit un psychologue, je veux dire un médecin, on a nos suivis pour vérifier que le poids est bien, les prises de sang, tout ça. Mais si on n'a pas un suivi quotidien, on perd beaucoup de temps parce que chez soi, on revient dans ses travers et on est complètement, on sait plus où aller, quoi. Et puis surtout, on s'éparpille parce que souvent, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, ils sont dans le perfectionniste, vouloir tout savoir, un cerveau qui va à 100 à l'heure, comme je dirais des onglets sur l'ordinateur qui sont tous ouverts. Et du coup, trop d'onglets ouverts, on pète un câble, quoi. Je sais pas ce que t'en Hmm. penses. Oui, tout à fait, en fait. À partir du moment où on passe de séances individuelles ou séances sporadiques à ce qu'on pourrait appeler un accompagnement, euh, le client sait qu'il y a quelqu'un derrière lui et qu'il y a quelqu'un qui s'attend à ce que les recommandations soient mises en pratique, qui s'attend à ce que les difficultés soient mentionnées et discutées. Et donc, ce sentiment de ne plus être seul face à sa maladie, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais effectivement, c'est très puissant. Mm. Et justement, si les personnes, voilà, ils se disent, bon, bah, ok, j'ai compris que je pouvais pas tout faire tout seul, mais euh, en fait, ils se disent, mais du coup, par où il faut commencer, selon toi? Par exemple, une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire aujourd'hui, par où elle doit commencer? Ok, c'est une très bonne question. Euh, je vais donner au moins deux choses. Je vais voir si je vais essayer de pas m'éparpiller, comme à mon habitude. La première chose, c'est, hormis d'écouter la partie 1,
de notre conversation. Je vais mentionner quelque chose qu'on a brièvement mentionné dans cette première partie, à savoir, il est vraiment essentiel de réaliser, vraiment de réaliser en soi que mon comportement, quel que soit son label, quelle que soit son étiquette, que ce soit de l'anorexie, de l'hyperphagie, peu importe, mon comportement n'est pas une dysfonction. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas quelque chose qui cloche chez moi. Ces comportements, comme l'a mentionné plusieurs fois Camille, c'est un mécanisme de survie du corps. C'est un mécanisme, notre corps, il cherche juste un soulagement pour qu'on puisse continuer à être fonctionnel en société. Et donc, en ce sens, dès qu'on réalise ça, ça permet déjà de laisser tomber la culpabilité, de laisser tomber le jugement, et ça laisse la place à la compassion. Et la compassion est un prérequis, pas forcément un prérequis, mais c'est une composante magnifique. C'est vraiment quelque chose qui permet une guérison en douceur. Parce que fondamentalement, même si on est dans des corps d'adultes, on est tous des enfants innocents qui cherchent juste à appartenir à un groupe et à découvrir le monde. Et on a tous vécu des traumatismes, qu'ils soient petits ou grands. Et on fait tous de notre mieux, et des fois ça se manifeste en hyper-contrôle, avec la nourriture, etc., etc. Donc à partir du moment où je réalise que ce comportement, c'est pas un dysfonctionnement, mais c'est juste, je fais de mon mieux, inconsciemment je fais de mon mieux, j'ai pas les outils aujourd'hui, mais au moins je sais que je fais de mon mieux, déjà, immédiatement, je peux réduire le taux de stress et le taux de jugement envers moi-même. Je me déteste un petit peu moins parce qu'il n'y a pas, il y a rien qui cloche chez moi. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a quelque chose que tu as mentionné quand tu as parlé de l'EFT. Tu as dit, il y a une partie de moi que je blesse et il y a une partie de moi qui n'est pas vraiment affectée. Ça illustre un principe qui est particulièrement important dans la vie en général, mais notamment quand on travaille avec les émotions. C'est la notion de créer de l'espace. Et il y a plusieurs façons de faire ça, mais la première, c'est d'arrêter de dire je suis boulimique, je suis anorexique, etc. Quand on dit je suis, etc., immédiatement, on rapproche, on fusionne notre identité, qui on est, avec un comportement. Et immédiatement, ça crée une prison. Et ça, c'est très difficile de s'en sortir. Donc, ce qu'on peut dire de manière beaucoup plus euh, exacte et utile, c'est non, j'ai tel comportement pour le moment. Et le pour le moment, il est important parce que ça veut dire que je peux m'en sortir. J'ouvre la porte, le champ des possibles pour la guérison. Donc, c'est pas je suis anorexique, c'est aujourd'hui, il se trouve, et peut-être par le passé, il se trouve que j'ai eu un comportement qu'on peut décrire comme de l'anorexie, mais pour le moment. Et à partir du moment où on crée cette distance, ça ouvre la porte, comme je viens de dire, à la guérison. Donc la combinaison de la compassion, de réaliser qu'on fait toujours de notre mieux, même si c'est inconscient, même si ça se manifeste de manière destructrice, et que on n'est pas notre comportement, on n'est pas anorexique, on n'est pas boulimique. Rien que ça va créer suffisamment d'espace en nous pour que ensuite on puisse implémenter d'autres outils dont on va certainement parler avec Camille. Oui, merci Robin pour ça. Et c'est vrai que se désidentifier de la maladie, c'est hyper important. Et oui, je dirais, on va pas dire à quelqu'un, tu es cancéreux. Pourquoi on dirait je suis anorexique alors qu'on dirait pas je suis cancéreux? Je dirais que la maladie, on ne l'a pas choisie et que déjà, ce qui est important, c'est de sortir justement du déni parce qu'il faut savoir que le corps, en fait, c'est plus difficile pour lui de rester dans une zone connue mais inconfortable que d'aller dans une zone inconnue qui est confortable. Parce que pour lui, la zone connue est plus sécurisante que la zone inconnue. Et ça, c'est Hmm. hyper important. Donc, quand on souffre, il faut savoir que on se fait du mal dans une zone connue. Et pour ça, déjà, bon, se faire accompagner par un professionnel de la santé. Et en plus, en parler sûrement à quelqu'un qui a vécu ça et qui sait vous accompagner, c'est hyper important. Ça vous fait gagner du temps. Alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais quand vous avez un trouble du comportement alimentaire, il faut trouver la personne avec qui vous vous sentez à l'aise, Hmm. qui ça matche bien parce que moi, je sais que j'ai eu plusieurs psychologues, plusieurs sophrologues, et il y en a où ça passait pas du tout et j'avançais pas, j'y allais, mais j'avais limite l'angoisse dans la gorge Hmm. parce que bah, j'avais l'impression de perdre mon temps et de voilà.
Et en fait, il faut que ça vous serve. Il faut pas que ce soit comme une contrainte. Il faut que Mm. vous êtes super content d'être avec cette personne-là qui vous accompagne et fier de vous, de votre parcours. Donc, ce qui compte le plus important, c'est de votre ressenti, reprendre confiance en vous. Et il y a que vous Mm. qui savez. Surtout, c'est pas quelqu'un qui doit vous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est un point extrêmement important. Ça s'applique aussi bien avec le choix des personnes qu'on va consulter qu'avec le choix des outils qu'on va utiliser. Oui. On pourrait, en termes physiques, on appelle ça l'effet de résonance. Mm. Dans le langage courant, on appelle ça juste être sur la même longueur d'onde. Oui. Ok. Donc effectivement, ce qui veut dire la même chose hein, d'ailleurs en physique, c'est si, comme on l'a dit tout à l'heure, un des facteurs qui empêche la guérison en particulier de ce type de comportement, c'est n'importe quel facteur qui crée du stress. L'antagoniste, l'opposé du stress, c'est se sentir en sécurité. Donc si effectivement je travaille avec quelqu'un, je consulte quelqu'un qui me fait me sentir en sécurité, avec qui il y a un bon échange, c'est naturel, il y a de la compassion, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile d'avancer sereinement et rapidement que si c'est pas le cas. Pour ce qui est de l'équivalence avec les outils, pas donc les praticiens mais avec les outils, c'est la même chose. Donc par exemple, Camille pratique l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, pour se libérer de ses émotions. Moi, j'aime beaucoup le Qigong, qui peut accomplir des effets similaires. Et en fait, à vous de voir, est-ce que vous préférez l'un ou est-ce que vous préférez l'autre? Ou est-ce que aujourd'hui vous préférez l'EFT, mais demain vous avez envie de bouger un peu plus le corps et de faire du Qigong? Peu importe. L'intérêt, c'est que vous ne vous forciez pas, comme vient de le dire Camille, à faire telle ou telle chose parce qu'il faut que. L'intérêt, c'est que vous vous disiez de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que j'ai envie là, maintenant, tout de suite. Et ensuite, avoir une palette d'outils parmi laquelle choisir. Oui, c'est pour ça que moi, je me suis formée à beaucoup d'outils et j'utilise des outils qui sont appropriés à la personne et au bon moment. Donc voilà, il y a aussi, après, quand on fait la reconnexion au corps, justement, ce qu'on va parler ensemble, je fais faire du renforcement musculaire, mais dans le sens, on se reconnecte au corps à la prise de conscience de la contraction musculaire tout en douceur. Surtout quand on souffre d'hyperactivité, il faut revenir dans le corps et le faire en douceur et tout en prenant conscience de chaque muscle. Et surtout en ostéopathie, j'explique certaines techniques spécifiques de muscles profonds posturaux que l'on oublie. Donc Mhm. les outils, voilà, c'est très Je important. connais bien. Voilà. Et justement, la reconnexion, justement, cette reconnexion au corps, pourquoi c'est essentiel pour sentir ce contrôle mental, enfin, retrouver vraiment l'équilibre sur ce contrôle mental. Tout simplement parce que, comme je l'ai décrit dans la première partie, on n'a que trois choix possibles. On a trois choix qui sont pas idéaux et un choix optimal, mais on a trois choix possibles d'un point de vue de notre système nerveux quand il y a une émotion désagréable qui survient. Soit on l'exprime, ce qui peut, quand on prend l'exemple de la colère, ça peut souvent dégrader nos relations interpersonnelles. Soit on refoule l'émotion, mais du coup on en vient à développer des pathologies psychosomatiques, donc, ou à somatiser, comme la médecine chinoise le montre très bien. Soit on dissocie. Ok. La dissociation, c'est là que les addictions et donc les choses comme les TCA rentrent en jeu. La dissociation, c'est une tentative de se déconnecter du moment présent parce que les sensations, là tout de suite dans mon corps, sont désagréables. Et donc, pourquoi c'est important de se reconnecter à son corps, comme le dit Camille? Parce que tant que je pratique la dissociation, par exemple, en mangeant trop, en mangeant trop peu, en me concentrant sur les pas, en me concentrant sur les calories, peu importe, en fait, je perpétue le problème. C'est-à-dire que c'est comme si je mettais le problème sous le tapis. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'une façon ou d'une autre, à un moment ou un autre, bah, il va falloir se reconnecter à son corps et aller explorer ses émotions, explorer ses sensations et se rendre compte, et c'est ça la clé, parce qu'on fait pas ça juste pour se faire du mal, on ne fait pas ça pour se faire souffrir, on fait ça pour se rendre compte qu'en fait, tout va bien. C'est juste des sensations, c'est juste des émotions, et en fait, on peut retrouver un sentiment de sécurité dans notre corps, ce qui est un très beau précurseur pour la guérison durable. Merci Robin. C'est vrai que moi, par exemple, quand je souffrais d'anorexie, j'avais l'impression d'être comme un robot. J'étais là pour vivre, pour faire, pour aider les autres, pour faire mes études, pour apprendre, mais plus pour être et vivre, parce que j'étais
Si on pouvait remplacer mon corps par un robot, limite, ça m'arrangerait. Vraiment dans le faire. Et comme il y a une grosse détestation de soi, on ne ressent plus vraiment les limites du corps. Le... En fait, on est vraiment dans le faire. Et le fait de faire, ça nous hypnotise et ça nous fait sentir vivant dans le fait, bah, moi, d'être hyperactive, de me restreindre, que mes journées soient programmées. Je vivais pour l'anorexie, finalement. Et à partir du moment où on comprend que, en fait, on n'a pas à vivre pour se faire souffrir pour ça, c'est qu'on peut se désidentifier, devenir antifragile et se donner, bah, en fait, le fait de faire, dire de notre passé une force et d'en faire quelque chose de positif par la suite, et de pas on va dire, considérer comme une victime pour la vie. Ça, c'est important parce que si on reste dans le rôle de victime, bah, on peut pas sortir. C'est comme tu disais tout à l'heure, on reste emprisonné dans notre truc, on s'identifie à, bah, oh, je suis une pauvre anorexique, on m'a fait du mal et tout ça. Et en fait, on reste là-dedans et on reste dans ce côté où on se plaint et on n'avance pas. Alors que finalement, si on se dit, bah, ok, j'ai souffert, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? J'ai quand même le choix de faire ce que j'ai envie d'en faire aujourd'hui, finalement. Et reprendre ce choix-là, c'est important. Alors, je dis pas que c'est facile, que c'est une question de volonté et du jour au lendemain, on peut changer, mais justement, en se faisant accompagner dans le sens où on se remet en sécurité et on va vers ce que l'on a envie, euh, on se rappelle de qu'est-ce qu'on aimait quand on était petit, qu'est-ce qu'on aimait manger, qu'est-ce que l'on aimait faire, on se reconnecte à soi, et là, on arrive à reprendre ce pouvoir, on va dire, créateur de notre vie. C'est important. Et Robin, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager, je sais pas, un exemple concret de transformation que tu aurais vu chez une personne que tu aurais accompagnée, qui se serait reconnectée à son corps, voilà, quelque chose que tu pourrais nous mettre une petite touche positive sur tout ça? Alors, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, parce que donc on parlait de l'EFT sur ta chaîne YouTube, moi j'ai parlé du Qigong, j'ai une vidéo de Qigong sur ma chaîne YouTube. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu un message comme quoi, et donc tu dis donner une note un peu positive, une note d'espoir. Il y a une personne qui m'a dit, juste en pratiquant cette petite routine, qui dure 7 minutes, je crois, euh, gros soulagement émotionnel. J'ai crié, j'ai pleuré, et surtout, je me suis senti incroyablement léger derrière. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est, il y en a plusieurs. La première raison, c'est que tout ce qu'a fait cette personne, comme l'a dit Camille tout à l'heure, c'est elle a pratiqué un outil qui lui plaisait sur le moment donné, au moment donné. Donc il y avait cette curiosité, s'est dit, je vais tenter quelque chose, je vais voir ce que ça donne. La deuxième raison pour laquelle je le mentionne, c'est que cette personne, elle l'a fait tout seul. Et la troisième raison pour laquelle je le mentionne, c'est que même si des problèmes peuvent paraître extrêmement compliqués, parfois les solutions sont extrêmement simples. Et au-delà de cet exemple-là, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a une approche multifactorielle, donc en tentant de gérer plusieurs aspects comme les 10 étapes de Camille, plus on maximise nos chances de succès. Et il y a, je sais que tu as parlé de croyances limitantes il y a quelques minutes, il y a une croyance limitante notamment dans le monde du bien-être, le monde même du fitness et de la guérison, qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça peut se faire sans souffrir, ça peut se faire sans galérer. Il n'y a pas besoin de galérer pour aller mieux. Il n'y a pas besoin de galérer pour remplir le vide. Et, euh, et juste garder ces choses-là à l'esprit, garder à l'esprit ce qui est possible, notamment l'exemple que je viens de donner, ça permet d'avoir ce regard optimiste qui est à nouveau un très beau précurseur pour pouvoir faire une guérison qui est non seulement durable, mais aussi agréable. Oui, tout à fait, Robin. Et puis, je dirais que chaque personne est différente, hein. Quand on accompagne une personne, elle souffre. On va pas dire, elle est anorexique ou je l'accompagne pour l'anorexie. Ou moi, quand j'accompagne quelqu'un, il y a derrière, il y a des troubles du sommeil, des troubles digestifs. Il y a d'autres choses, en fait, plein de petits symptômes. Moi, par exemple, je sais que j'ai souffert de l'anorexie, mais aussi de l'hyperactivité, du vaginisme, de la dermatillomanie. C'est le fait de se gratter pour se faire du mal. En Hmm. fait, il y avait plein de choses et que, en fait, c'est le symptôme le plus visible, bah forcément, j'ai été en réanimation à cause de la dénutrition, mais la maladie de Crohn aussi m'a rendu dans la dénutrition. Alors, finalement, est-ce que c'était le plus grave, c'était l'anorexie ou la maladie de Crohn? Finalement, on ne sait pas. Et en fait, je dirais qu'on est une personne, on n'est pas une maladie, et on soigne la personne.
Et ça, c'est hyper important. La personne doit se sentir unique. Son chemin de guérison est unique. Et c'est pour ça que je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse vraiment en discuter ensemble. Parce que, bah, en fait, on peut vous proposer quelque chose qui soit adapté à vous et que ce soit vous qui choisissez ce qui est bon au bon moment. C'est pas, on va pas vous imposer quelque chose, c'est vous qui devenez autonome. Et ça, c'est hyper important. En fait, le but, c'est de trouver vraiment quelqu'un qui a vraiment, on va dire, une approche humaine dans la guérison et pas juste bah, une étiquette de thérapeute spécifié, spécialiste de telle chose. Parce que si on est spécialisé dans telle chose, on n'est pas ouvert à autre chose. Donc, on peut pas être spécialisé une seule chose. On a vraiment un échange humain. Et après, oui, on a certains outils que l'on connaît plus ou moins. Mais on sait que si ça fonctionne pas pour la personne, on va savoir déléguer à une autre personne ou travailler, on va dire, en complémentarité. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, Robin, parce que j'ai trouvé ton approche très complémentaire. Alors moi, le Qigong, je le pratique pas énormément, c'est plus le renforcement musculaire. J'ai fait aussi du yoga, même à l'hôpital, on va dire. Mais voilà, on a chacun nos outils. Moi, en ostéopathie, je fais des exercices aussi spécifiques sur la respiration, sur certaines choses. Je me suis aussi formée en médecine chinoise parce que j'ai fait aussi l'ostéopathie pour les animaux. Donc voilà, je connais bien tout ça. Et en tout cas, je te remercie infiniment, Robin, pour cet échange précieux. Merci Si à toi, vous, Camille. voilà, si vous reconnaissez tous dans ce partage aujourd'hui, si vous souffrez, hein, que ce soit un trouble du comportement alimentaire, d'addiction, vous pouvez nous contacter. On mettra les liens dans la description. Euh, c'est vraiment possible de s'en sortir. Il faut vraiment se sentir écouté, dans la bienveillance, se reconnecter à soi. Et si cette interview vous a parlé, je vous invite à la liker et à la partager peut-être avec des personnes que vous connaissez qui pourraient en bénéficier. Et je te remercie, Robin, et à bientôt. Merci pour ton invitation, Camille. À bientôt.